Je viens d'un milieu qui était plutôt athée, anticlérical, et à partir de là, il y a eu cette rencontre avec Georges Vermar qui m'a amené sur ce sujet des pyramides, de la géométrie sacrée, des nombres. Ça a été une étape importante dans ma vie. Et donc, pourquoi ça m'a ouvert vraiment des portes, c'est que lui, il présentait des choses qui me semblaient complètement pas normales, en gros, puisque il faisait le lien entre les pyramides et les étoiles, la géométrie, la forme de la pyramide, du plateau de Gizeh, en relation avec les étoiles et notamment les étoiles d'Orion. Et à partir de là, il montrait que la géométrie même des étoiles qui servaient de référence aux pyramides de Gizeh était elle-même dans une géométrie vraiment particulière, avec le nombre d'or, etc. Bon, là, il faudra aller voir après tout le détail de tout ce qui a été fait, il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais pour moi, c'était impensable qu'elle soit placée avec une géométrie particulière. Ça ne pouvait être que le fruit du hasard pour moi. Parce que j'étais aussi, après, à cette époque-là, quand je l'ai rencontré, moi je sortais d'études un peu plutôt scientifiques dans la biologie. Et donc, dans mon esprit un peu rationnel, on va dire, c'était impensable. Donc, ça a été tout un chemin pour moi, parce je l'ai accompagné pendant une bonne quinzaine d'années, hein, facile, et on continue à se voir encore de temps en temps. Mais sur ses recherches spécifiques sur les pyramides, je l'ai accompagné pendant longtemps. Au départ, c'était vraiment pour vérifier ce qu'il avançait, parce que comme c'était impensable. Mais au fond de moi, je me disais, si c'est vrai, s'il a raison, c'est qu'il y a quand même un truc là qui est énorme. C'était se dire les étoiles sont placées selon une géométrie particulière, donc ça veut dire qu'il y a une intention derrière. Et en plus, donc en lien avec les pyramides, si c'est vrai, c'est énorme. Donc j'ai voulu vérifier par moi-même. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dedans et j'ai passé énormément de temps à refaire tous les calculs et à revoir avec lui comment son schéma de base pouvait s'affiner et on a retrouvé comme ça d'autres éléments. Moi je me suis penché beaucoup plus sur le côté astronomique. Donc en gros j'étais oui, quelqu'un d'assez classique, assez banal, hein, voilà, avec quand même une hantise des sectes. J'avais peur des sectes et de tout ce côté religieux finalement, ou New Age, etc. C'était le mal quelque part. C'est pour ça que ça a été compliqué pour moi de rentrer là-dedans, mais en passant par quelque chose finalement d'assez mental, parce qu'on c'est du calcul et des faits concrets. Là, les étoiles, elles sont placées comme ça, on peut tout le monde peut revérifier comment elles sont disposées. Les pyramides, elles sont là, elles existent, elles ont cette géométrie-là, donc c'est pareil, tout le monde peut revérifier derrière comment c'est fait. Et ça m'a rassuré et ça m'a permis de lâcher prise sur pas mal d'a priori que je pouvais avoir sur ces dimensions spirituelles finalement. Et c'est tout ce chemin-là qui m'a amené ensuite à aller sur des sujets comme la géométrie dont on va parler aujourd'hui, sur la géométrie de la France et le lien avec les nombres. Quand j'ai commencé à travailler sur la France, après avoir donc passé des nombreuses années sur le plateau de Gizeh et des étoiles, donc je me suis intéressé à la France par un concours de circonstances en fait. C'est une personne qui m'a aiguillé là-dessus quand elle a vu ce que je faisais en géométrie. C'est une médium et elle avait reçu une carte elle avait redessiné ce qu'elle avait vu. C'était une étoile à 6 branches sur la France. Elle m'avait dit tiens ça va peut-être te parler, moi je ne sais pas quoi faire de ça. Et effectivement, ça m'a parlé, et ça m'a lancé sur cette histoire de France, quoi, finalement. Alors que moi j'étais plutôt encore resté sur l'Égypte dans ma tête. Et donc sur la France, j'avais rien fait de spécifique jusque-là. Bon, je connaissais quelques lieux comme le Bucarache, un lieu très, très particulier. Et quand on commence à s'intéresser aux pyramides, à un moment donné, on arrive aussi à Bucarache. Mais j'avais pas plus d'éléments que ça. Et quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait toute une géométrie vraiment particulière, donc basée sur l'hexagone, là ça a commencé à m'interpeller. Ça me faisait même un peu peur, parce que je me rendais pas compte en fait où je mettais les pieds, mais je sentais que c'était quand même quelque chose qui pouvait être puissant et fort. Parce que quand on fait des constats comme j'ai pu faire, à un moment donné, on se dit, mais la France, quelle est sa place, quel est son rôle, là il y a un truc, quoi, il y a quelque chose. Puis maintenant, ben, voilà, j'arrive à en parler librement, et puis plein de gens m'ont dit, mais oui, la France, effectivement, a un rôle à jouer,
Bon, il y avait ces expressions, la fille est née de l'église, il y avait... Et effectivement, maintenant, je suis convaincu que la France a quelque chose à nous dire. Le point de départ, donc, c'était cette médium là qui m'avait donné cette étoile. Elle m'avait parlé d'un cercle autour de la France aussi, qu'elle n'avait pas dessiné, mais elle m'a dit, mais voilà, il y a un cercle autour de la France. Voilà. Donc je suis resté là-dessus, et puis cercle autour de la France, je me suis dit, bon, bah, les choses doivent être parfaites, comme j'avais vu sur l'Égypte, et donc je suis parti d'un cercle de 1000 km de diamètre. Et comme diamètre central, bah, le plus évident, c'était de prendre le méridien de Paris. Et en plus, en dessinant ce cercle, je voyais que le haut du cercle pouvait correspondre à la hauteur de Stonehenge. Donc ça me donnait un point de référence en hauteur, sachant que Stonehenge est situé à 3600 km de Gizeh. Donc en kilomètres, on a un nombre qui vient nous parler. Donc je me disais, voilà, 3600 par rapport à Gizeh, ça faisait un petit peu le lien avec l'Égypte. Ce cercle, il vient se caler, parfait, jusqu'à ce que je découvre que le point central venait se localiser sur un petit hameau qui s'appelait l'Équerre, au-dessous de Bourges et pas à la hauteur de Saint-Amand-Montrond. Je ne l'ai pas vu tout de suite en plus. C'est parce que comme c'est 2 maisons ou 3 maisons, il fallait vraiment zoomer avec Google Earth. Et moi j'avais vu que mon centre il tombait dans la campagne, donc à l'époque, au tout début, je n'avais pas cherché plus que ça. Et c'est que quelques mois après que je vois ce truc, l'Équerre, à 2 km du point central. Je me dis, mais ça c'est quand même incroyable, ça me ramène encore à l'Égypte. Donc on part de l'Équerre au centre de la France, on est sur le méridien de Paris, on dessine un cercle de 1000 km, et là on englobe la France, vraiment, on arrive sur la pointe alsacienne la plus extrême, on vient border la côte méditerranéenne, ça prend les Pyrénées. Il y a juste un petit bout de la Bretagne qui ne rentre pas dans le cercle. Là, pour ça, il faudrait dessiner un deuxième cercle un petit peu plus grand qui vient, et s'il vient vraiment border au plus juste la côte bretonne sur l'endroit le plus éloigné par rapport à l'Équerre, si on cherche le rayon qui vient vraiment border au juste, là on tombe sur un cercle qui fait 3600 km de circonférence. Donc on retrouve encore ce 3600, hein, avec la référence du 360, les 360 degrés du cercle. Voilà. Donc ça aussi c'était un élément troublant qui venait conforter la géométrie globale de la France dans lequel s'inscrit cet hexagone. Ce cercle de 3600 km, il a en plus une particularité, c'est que le point de latitude nord, sur le méridien de Paris, si on regarde le point haut, eh bien on se trouve à la latitude 51 degrés 51 minutes, qui correspond à l'angle de la Grande Pyramide. Et en confirmation de mon cercle de 1000, j'ai eu plusieurs autres confirmations qui sont venues se greffer après coup. Du point haut du cercle de 1000 jusqu'à Gizeh, avec un principe de ligne courbe qui se dessine avec Google Earth automatiquement. Je passe sur le Saint-Mont et j'arrive sur Gizeh. De l'autre côté, on passe sur Paimpont, qui est le cœur de Brocéliande, et on arrive sur l'île de Pâques, dans un petit point perdu dans le Pacifique. Et donc du point haut, île de Pâques, Gizeh, et au point haut, donc ce grand triangle, 33 333 km. Donc là, je me suis dit, oh bah ok, banco, mon cercle, il est calé au niveau hauteur, il est bien calé parce que je pouvais jouer un petit peu. Mais là, il s'est bien calé. Ça, c'était un premier point de confirmation. Et le deuxième, c'est que suite aux recherches d'Éric Le Saint, qui a beaucoup travaillé sur le dolmen de la Roche-Chauffée, donc du côté de Rennes, là-bas, si on dessine une pyramide centrée sur le méridien de Paris, donc avec un point symétrique, et donc la pointe arrive exactement sur mon haut de cercle de 1000 km. Donc ça venait aussi reconfirmer qu'il y avait quelque chose, sachant qu'en plus la Roche-Chauffée est à 314 km de l'Équerre. Et donc en reprenant cette géométrie globale, donc déjà il faut voir que mon l'Équerre là au centre de la France, il est à côté de Saint-Amand-Montrond où il y a une pyramide. Une pyramide qui est éclatée en 4, donc ça c'est quand même pas banal, qu'on appelle la Cité de l'Or, parce que c'est un lieu dédié à l'orfèvrerie. Il y a une tradition là-bas. Ok, pourquoi une pyramide? On peut se poser la question. Coupée en 4, bon, c'est au centre de la France, donc ça permet effectivement de découper le tout en 4 à l'équerre. Hein, vous avez les 4 équerres hein, finalement. Donc on a une belle pyramide au centre de la France. Et puis donc à partir de ce cercle, on va pouvoir dessiner une étoile à 6 branches, dont les triangles vont être assez intéressants puisqu'on va le triangle pointe en bas va nous amener à la hauteur de Saint-Denis.
Saint-Denis, c'est quand même l'endroit où les rois de France ont été enterrés, donc c'est pas un point anodin. C'était un lieu de rassemblement druidique très important. Donc les rois de France ne se sont pas fait enterrer là-bas par hasard non plus, c'est un point particulier. Et puis le triangle pointant haut, lui on a en bas par exemple la motte du Caire, du côté de Sisteron, comme point aussi intéressant où il y a cette petite pyramide qui se dessine avec la motte du Caire, le Caire, Faucon du Caire. Donc 3 villages qui s'alignent avec la particularité qu'il y avait par rapport à une ligne est-ouest, on retrouvait l'angle de la grande pyramide de 51 degrés 51. Donc ça, je me disais, là ça c'est pas possible, c'est pas un hasard non plus. Et on fait le lien avec le nom du Caire et l'angle de la pyramide. Donc ça il y a vraiment là, il y a quelque chose qui me ramène à nouveau à l'Égypte, mais positionné là sur la France. Donc ça fait quelques points de référence sur cette étoile-là. Le point amusant, c'est que sur cet axe de Paris, d'ancien méridien zéro, c'est que le dernier village le plus proche du méridien avant la frontière espagnole s'appelle Pi, PY. Donc ça aussi, ça s'invente pas, puisque mon cercle finalement de 1000 km de diamètre, il fait pi fois 1000 de circonférence. Hein. On retrouve... alors bien sûr, on peut jouer sur les mots, parce que pi, ça vient de Pyrénées, mais quand même, c'est là. Donc finalement, en travaillant sur cette géométrie sur la France, ça m'a fait un peu comme pour l'Égypte et les étoiles. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ouais, il y a un truc qui paraît dingue, mais bon, ça pourrait être une simple coïncidence. Et puis quand on voit tout ce qu'on a trouvé avec Georges Vermars, à un moment donné, on s'est dit, non, c'est plus de la coïncidence, c'est plein de concordances qui viennent nous montrer qu'il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse finalement complètement. Et bien sur la France, je retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, ah tiens, c'est marrant, c'est étonnant, tiens, ce lait qui ressemble, ce pis, tiens, ah puis quand même, cet alignement avec l'angle de la pyramide. Puis j'ai une autre pyramide là qui se dessine sur Saint-Michel, Brocéliande, avec l'angle de la grande pyramide aussi. J'en ai une autre qui se dessine dans les Alpes, dont une des pointes arrive sur le sommet qui s'appelle la pyramide. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et donc là, on se dit, non, là, c'est plus possible. C'est pas que du hasard. Il y a vraiment autre chose. Et toujours en lien avec, en plus, mon parcours, finalement, parce que je suis parti des pyramides. Je vais sur la France parce que quelqu'un me dit, tiens, là, il y a un truc intéressant. Et ça me ramène aux pyramides, à l'Égypte. Ça j'ai trouvé ça assez fabuleux. Donc on a ce cercle avec cet axe. Et cet axe, il passe quand même sur des points particuliers aussi, hein, puisqu'on a Amiens, donc on a Paris. Il passe au ras de la pyramide du Louvre. Après, c'était l'Observatoire de Paris comme point de référence. Après, plus bas, on va voir Bourges aussi. Et on arrive en bas à Bugarache. Donc, lui, un lieu géographique avec cette montagne très, très particulière, et sans parler de toute l'histoire qu'il y a autour. Voilà, on a un axe qui est quand même important. Alors certains ils font référence à la Rose Line sur cet axe, on l'avait dans le Da Vinci Code, je ne sais pas si ceux qui auront vu le film ou lu le livre, juste à la fin, après tout son parcours dans Paris, il refait le lien avec ce méridien de Paris et la Rose Line. Moi je la situe un peu différemment, la Rose Line, alors je ne sais pas si c'est une autre Rose Line, mais c'est une ligne qui va rejoindre la chapelle, Roseline Chapel en Écosse, et la chapelle Sainte-Roseline dans le sud de la France, du côté de Fréjus. Donc c'est une ligne qui est quand même de travers par rapport à notre axe, mais qui a la particularité de passer par Paris. J'ai pu constater que ça passait par l'Arc de Triomphe. Et non seulement ça, c'est que ça passait pas pile au centre, mais sur un des piliers, le pilier sud-ouest. Sur ce pilier, en haut, tout en haut, on voit écrit la ville de Rosès. Donc là, je me suis dit, bon, ben là, il y a vraiment une ligne particulière qui relie ces deux chapelles dédiées à Roseline. Alors, c'est une ligne qui est quand même particulière, il faut que je le précise, s'il y en a qui veulent la redessiner, c'est qu'elle ne se fait pas en ligne droite. Moi, j'utilise Google Earth. Elle se fait avec l'outil Polygone. Il faut le prendre vraiment dans le menu, directement. Et là, vous prenez 2 points et vous verrez que ça fait une espèce de ligne courbe, qui a la particularité en plus que si on la prolonge, elle nous ramène au pôle Nord. Et si vous allez vers le sud, quand vous passez l'équateur, hop, elle tourne toute seule et elle va rejoindre le pôle Sud.
Si on reprend ce principe de ligne courbe, j'ai un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est qu'en partant de Gizeh, en rejoignant le Mont Saint-Michel, qui est quand même un des points très forts sur la France, eh bien on passe sur la Motte du Caire, qu'on a vu précédemment. Donc c'est aussi une ligne intéressante. Alors, on parle beaucoup de l'hexagone quand on parle de la France, mais on peut aussi y voir un pentagone qui est vraiment très intéressant, toujours dans ce cercle de 1000. En le dessinant, en fait, on va avoir la ligne horizontale là, du pentagone qui va traverser deux points particuliers qui sont Pimpon, donc le cœur de Brocéliande, et mon fameux Saint-Mond. Donc ça, c'est un élément intéressant parce que vous avez en plus Pimpon, Saint-Mond, triangle équilatéral, on arrive sur Bugarache, comme par hasard. Et le tout dans un cercle qui fait 777 km de diamètre. Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Certains diront que je me suis amusé à aller chercher des choses que j'avais envie de trouver, mais c'est comme ça, j'y peux rien, c'est là. Et ce triangle, on pourrait s'arrêter là, sauf que on le bascule de 30 degrés, c'est-à-dire qu'on remet un côté du triangle sur l'axe de Paris, puisqu'on est à Bugarache, on se remet sur l'axe, la pointe du triangle arrive à la hauteur de Saint-Denis, qu'on a déjà évoqué, et le prolongement du triangle, en ligne droite, arrive sur Gizeh. Bon, voilà, on refait encore le lien par le pentagone quelque part et par ce triangle équilatéral. On refait le lien entre Bugarache, Brocéliande, le Saint-Mond et Gizeh. Donc on constate finalement qu'il y a une géométrie globale qui vient s'insérer dans cet hexagone. Et on va même pouvoir repérer de façon très précise, si on prend le point haut de la France, vraiment à la limite avec la frontière belge, le point le plus extrême côté Alsace, ensuite vers Menton, ensuite du côté de Collioure, la frontière espagnole, de l'autre côté à Hendaye, et ensuite le point le plus extrême sur la Bretagne, eh bien vous verrez que l'hexagone mesure 666 000 km². Donc ça aussi c'était assez étonnant. On pourra reparler de ce 666, mais qui nous montre qu'il y a quand même une géométrie particulière sur la France. Alors tout ça, bien sûr, ça va nous interpeller sur comment c'est possible. Enfin, moi, je me suis posé beaucoup de questions, forcément, là aussi, parce qu'il y a des lieux qui sont d'origine humaine. Si je prends le Caire, la Motte du Caire, Faucon du Caire, qui sont relativement proches, on pourrait imaginer ça a été calculé. Pourquoi pas? Mais quand on voit que la pyramide, que ça dessine, et que le prolongement du côté de la pyramide arrive sur Stonehenge, par exemple, ça par contre, ça me semble moins calculable, quoi, parce que les distances commencent à être un peu éloignées. Que le langage a fait qu'on a gardé cette racine en lien avec le Caire, que ça fasse le lien avec l'Égypte, bon, pourquoi pas, mais ça peut peut-être quand même déjà aussi nous interpeller. L'hexagone lui-même, il est le fruit d'une histoire, d'une géographie, mais aussi d'une histoire qui a évolué dans le temps. Les frontières, elles sont finalement assez récentes. L'Alsace et la Lorraine, on les a récupérées il n'y a pas si longtemps. La Savoie, c'était non plus il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a comme ça pas mal d'éléments qui convergent pour arriver à cette forme-là, mais qui semblent complètement nous dépasser. On ne peut pas imaginer un instant que les traités qui ont été faits entre les uns et les autres étaient calculés pour dire on va faire un hexagone pour que ça rentre dans un cercle de 1000 km, etc. etc. Moi, ça, à un moment donné, j'y crois pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu quelque chose d'autre qui a présidé à tout ça. Et même si des hommes ont fait ça, peut-être avec une certaine forme de conscience, ils ont été guidés quand même pour aller s'installer là, pour appeler ça comme ça, etc. J'ai un autre exemple aussi qui est complètement incroyable, c'est qu'à propos de ce Léquer central, il y a quand même 3 autres hameaux qui s'appellent Léquer du côté de Vichy, qui forment un petit triangle isocèle de 11,1 km et qui pointe à 111 km sur l'Équerre au centre de la France. Donc sur notre axe. Je me dis, ça c'est pas possible, ça n'a pas été calculé, même si c'est 111 km, c'est pas très loin. J'ai du mal à croire que ça ait pu être vraiment calculé. Et en plus, ça vient nous délivrer un message qu'on pourra évoquer, parce que c'est les 3 1 qu'on vient mettre au centre de l'axe. Et donc tout ça, finalement, ça nous amène à cette notion de principe créateur, où
ou de Dieu, hein, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Aujourd'hui, j'ai plus de difficulté à parler de ce mot Dieu, même si je sais ça peut choquer certains, parce que comme moi, ça m'a choqué au début, hein. Avec Georges, il évoquait souvent ce mot Dieu, mais moi, j'avais beaucoup de mal. Et ça m'a même fallu de presque quitter tout ça parce que, à un moment donné, dans une petite lettre, il évoquait ce mot-là à tout bout de champ, une petite lettre aux adhérents de notre association. Je pouvais pas cautionner. Mais aujourd'hui, vu tout ce que j'ai vu, pour moi maintenant, c'est évident qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui a dépassé ceux qui ont créé tout ça, hein, finalement, sur Terre, en venant s'installer à ces endroits-là, en ayant créé ou une église, ou une cathédrale, ou un mégalithe, hein, parce qu'il y a aussi il n'y a pas que les églises, il y a aussi il faut remonter encore plus loin dans le temps. Donc tout ça a été orchestré quelque part. Comment? Ça, j'aurais du mal à vous le dire, hein. Est-ce que les gens étaient médiums? Est-ce qu'ils recevaient une information pour leur dire, voilà, c'est là qu'il faut mettre tel point? Donc on peut parler de Dieu, on peut parler de principe créateur, de transcendance, de ce qui est là au-delà de nous. Chacun le nommera comme il veut. Alors après, quand on travaille sur ces géométries-là, ben forcément, on est tenté aussi d'aller sur place, d'aller voir ce qui se passe. Alors, il y a des lieux très forts comme Bugarache. Je m'étais senti obligé d'y aller parce qu'il y avait aussi beaucoup m'en parler, faisait ses liens avec l'Égypte. Et effectivement, quand j'y suis allé une première fois, j'ai posé le pied par terre, j'ai fait 50 mètres et j'ai pleuré. Et je ne savais pas pourquoi. Là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été vraiment très fort pour moi. Le sentiment qu'on a, et en discutant avec d'autres, ils ont ressenti un peu la même chose, c'est cette sensation d'être chez soi, d'arriver chez soi quelque part. Parce que c'est comme si on se connectait à quelque chose qu'on connaît déjà. Donc on va voir des lieux comme ça, on vit des expériences un peu bizarres, on rencontre des gens bizarres aussi. Et puis à un moment donné, on se dit, voilà, mais où est-ce que je mets les pieds là, tu vois? Et c'est assez drôle parce que il y a ouais, des discours que moi je pouvais pas, j'avais du mal, hein, à entendre au départ. Et puis finalement, on se rend compte, bah oui, il y a quand même des trucs. Là aussi, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des choses quand même qui nous paraissaient complètement farfelues. Bah oui, pourquoi pas? Parce qu'il y a des faits concrets qui sont là. Moi, je me raccroche à ça. Hein, quand j'ai travaillé sur la pyramide, elle était là. La géométrie des étoiles, elle est là. Je pouvais vérifier avec mes logiciels d'astronomie. Bah là, les lignes, elles sont là. Alors après, c'est l'interprétation qu'on va en faire qui, effectivement, peut nous faire dérailler. Mais on peut se raccrocher quand même à des choses tangibles. Alors après, certains vont trouver ça voilà, complètement débile, d'associer des lieux qui n'ont rien à voir historiquement, géographiquement. Bon, je les comprends, hein, parce que ça, c'est quand on a un esprit très rationaliste, on comprend pas bien. Il faut passer aussi dans le monde plus de la symbolique. Moi, c'est tout ce chemin que j'ai eu le temps de faire, mais ça m'a pris du temps, mais ça m'a aidé, tout ce travail que j'ai fait avant sur l'Égypte et tout ça, ça m'a aidé aussi à rentrer dans la symbolique des nombres et des choses, quoi. Et donc, moi, je comprends ceux qui auraient du mal à admettre qu'il y a un intérêt à relier deux chapelles qui s'appellent Roseline et que ça passe par un pilier où il y a écrit Rosès, c'est une ville en Espagne où il y a eu une bataille. Enfin bon, rien à voir, quoi. Mais moi, je vois la symbolique des choses. Et c'est très difficile après de discuter avec des gens comme ça. Souvent, ils peuvent pas parce il y a qu'une partie. C'est comme s'il y avait qu'une partie du cerveau qui fonctionnait. C'est l'esprit, le cerveau rationnel qui est important. On en a besoin et c'est pour ça que moi j'insiste souvent sur le fait qu'il faut raccrocher toutes ces découvertes. Il y a un côté rationnel parce que c'est des lignes, c'est des points, c'est des choses qu'on peut vérifier, qu'on peut mesurer, etc. Globalement, il y a quand même suffisamment de choses pour dire qu'il y a quand même des faits concrets vraiment forts. Et puis le raccrocher à ce qu'on ressent, mais si on n'a pas ce ressenti-là, c'est difficile à admettre. Donc c'est un travail aussi sur soi, ça amène à un travail sur soi pour aller dans ce ressenti et faire le lien entre nos deux polarités très matérielles, mentales, et plutôt d'ordre spirituel.
Alors, souvent, quand je présente un peu de tout ça, même déjà avec l'Égypte, hein, les pyramides, c'était la même chose. On voit toutes ces lignes et on me dit, ouais, mais alors, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, c'est une bonne question. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et moi, la réponse que j'ai, c'est toujours la même. Déjà, est-ce que ça vous parle ou ça vous parle pas? Est-ce que ça vous interpelle ou est-ce que ça vous interpelle pas? Si vous interpelle pas, ben, voilà, passez votre chemin, allez voir d'autres choses qui vont vous interpeller. Si ça vous interpelle, moi, ça a été le cas avec Georges. Et si je me suis intéressé, c'est que ça venait titiller quelque chose du style, et si c'était possible? C'est ça qu'il faut aller chercher à travers toutes ces lignes, c'est en quoi ça vient me parler, et ça vient me parler en tout cas de transcendance, puisque là c'est ce qu'on montre finalement que c'est pas possible, c'est qu'il y ait eu autant de concordance, c'est incroyable, enfin, moi je sais, il y a des gens, ils vont tilter sur un truc, ils se disent waouh, ça c'est complètement fou. Et donc à partir de ce moment-là, bah, hop, on va commencer à tirer le fil, et puis on va se rendre compte que ben oui, derrière, ça nous dépasse. Après, les autres points de critique, enfin les points de critique qu'il peut y avoir, on va le retrouver quand on va parler de la primosophie, c'est que en fait on choisit, c'est comme si on choisissait des points qui vont nous dire quelque chose. On pourrait me critiquer de dire ouais mais pourquoi t'as pris ces 3 points-là? Je dis bah parce ils sont le lien avec le Caire, tout simplement. Ou les autres les Caire, c'est pareil. Donc c'est des choix qu'on fait. Pimpon, Bugarach, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, il y a ce lien avec aussi le Saint-Mont. On a ce fameux triangle. C'est des choix que je fais, mais parce que à un moment donné, ils rentrent dans une géométrie particulière. Et avec des chiffres, voilà, c'est des triangles, c'est pas n'importe quel triangle, c'est le triangle de 60 équilatéral, donc 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. C'est pas, je prends pas un triangle au hasard, ou je prends le triangle de la pyramide, ou on va prendre des rectangles d'or, enfin voilà, on s'appuie, ou le nombre pi. Quand je dis que la Rochauffée, c'est à 314 km de l'équerre, et donc c'est sur un cercle d'un rayon de pi fois 100. C'est pas moi qui l'invente, c'est là. Et on peut faire quand même ce lien avec le nombre pi. C'est pas n'importe quoi. Moi, c'est mon chemin qui m'amène quelque part à cette transcendance, qui me ramène à chaque fois à l'Égypte en plus, donc où il y a une connaissance quand même particulière. L'Égypte, ça nous ramène aux étoiles. On a vu que les étoiles, ça m'a ramené aussi à la place de l'étoile. Quelle est la place de l'étoile? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je travaille des années sur la disposition, donc la place des étoiles dans le ciel, et j'arrive sur une ligne qui passe sur le rose line, qui passe sur la place de l'étoile. Voilà ce qu'on entend. Et sur l'arc de triomphe. Enfin, à un moment donné, voilà, il y a tout ça qui vient se mettre en musique, et ça vient nous parler au plus profond de nous-mêmes. On se pose donc la question de la place des étoiles, mais de l'ordonnancement des choses, et forcément, nous, quelle est notre place là-dedans? Quelle est notre place dans toute cette harmonie qui est inscrite de partout? Dans cette géométrie-là, on pourrait parler d'une sorte de matrice, hein. Je sais que ce mot peut faire peur, mais on est bien dans une matrice géométrique. Quelque part, tout a été construit comme ça. Et parce qu'on arrive finalement à la conclusion que le monde est nombre et géométrie. Si on remonte au plus loin de ce qu'on peut concevoir dans notre petit cerveau, dans le plus abstrait, c'est le nombre et la géométrie. Au-delà, on peut plus aller plus loin. Les mathématiciens, physiciens, ils expliquent le monde avec des nombres et des formules mathématiques ou de la géométrie. Au-delà, on ne peut plus. On peut plus. Notre cerveau, il peut plus appréhender les choses. Donc quand on parle de Dieu, ou ça, on peut plus l'appréhender. Alors après, dans mon cheminement, donc il y a eu cette étape là sur la géométrie française. Et alors ce qui a été quand même très fort, c'est qu'il y a eu un déclic à partir d'un bouquin qui parlait de la fleur de vie. Donc la fleur de vie qui s'inscrit aussi dans une géométrie hexagonale, un cercle avec 6 autres cercles autour, etc. En voyant ce bouquin, ça m'a ramené, c'était un livre de Doran Valo-Melchisedec sur la fleur de vie, où il faisait allusion justement à une fleur de vie, la fleur de vie classique, qu'on pouvait associer à Dieu, et une fleur de vie duelle, associée à Lucifer, c'est-à-dire une fleur de vie avec 2 centres. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a refait un lien à ce moment-là avec ce que Georges Vermar avait appelé la primosophie. C'est une guématrie qui fonctionne avec les nombres premiers, c'est-à-dire qu'on remplace les lettres par les nombres premiers.
Et alors là, c'est devenu, ça a été un peu le pompon, parce que ça m'a apporté encore tout un autre domaine de recherche et de compréhension des choses. Finalement, ça m'a permis de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces lignes. Et ça, pour moi, ça a été vraiment intéressant et très complémentaire, et avec une cohérence d'ensemble assez incroyable. Du coup, ben, j'ai creusé cette question-là. Ça a été tout un chemin à travers, au départ, ce qu'on va appeler des coïncidences, mais comme il y en a quand même pas mal des très belles qui se sont mises en place, et très parlantes, je me suis dit non, là, c'est plus de la simple coïncidence, une fois de plus, il y a quelque chose dans le langage français qui a été crypté, qui a été codé. Ça a été codé non seulement sur le terrain, sur le sol, mais ça a été codé aussi dans le langage. Pour moi, c'est devenu une évidence. Donc tout est là, tout est à notre portée. On regarde les étoiles, on regarde en bas, on regarde notre langage. Finalement, tout revient au nombre, hein, quelque part. Donc pour aller un peu plus dans le détail de ce qu'est la primosophie, donc le principe, c'est de remplacer les lettres par les nombres premiers, donc ceux qui se divisent que par 1 et par eux-mêmes. C'est 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, voilà. Et on va bien intégrer le 1, parce que le 1 se divise par 1 et par lui-même. Donc il fonctionne bien mathématiquement en tant que nombre premier. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, depuis les années 60, les mathématiciens ont enlevé le 1 des nombres premiers. Mais si vous regardez avant les années 60, il était encore présent. On le retrouve dans les cahiers d'école, il était là. Le 1 qui va correspondre donc à la lettre A. Et on va arriver ainsi de suite, comme ça, au Z égale 97. Alors, par jeu d'analogie, des mots qui ont le même nombre, on a par exemple le mot bien et le mot mal qui font tous les deux 69. Donc, qui dessinent en plus le Tao, le Yin et le Yang. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce symbole-là à travers ces mots français. On peut prendre aussi des mots qui en miroir. Dieu va faire 102, alors que Lucifer va faire 201. Donc, vous voyez, c'est un jeu de miroir. Et là, je ne parle même pas de la symbolique du nombre lui-même avec le 1 et le 2. On a l'unité et la dualité. C'est comme si Dieu contenait déjà la dualité en lui, mais il met le 1 en avant, alors que Lucifer, lui, va mettre le 2 en avant, mais il peut nous ramener à l'unité. Ça va être tout l'enjeu. Après, il y a des nombres aussi, on peut dire complémentaires. Si je prends l'expression le féminin sacré, 344, là où le masculin sacré sera 433. Donc vous avez, le 4 devient 3, le 3 devient 4. Et le total en plus fait 777. Il va nous dire à la fois tout est dans le tout, mais c'est aussi les 3 1 au centre. Quand j'évoquais tout à l'heure la ligne de 111 km qui partait du petit triangle des Léquères et qui pointe au centre de la France à 111 km, c'est bien que je vais mettre les 3 1 au centre. Et les 3 1 au centre, ben c'est le 777. Donc c'est l'union aussi quelque part du masculin et du féminin que je vais mettre sur mon axe. C'est là que ça devient intéressant d'un point de vue interprétatif. Mes lignes commencent à me dire autre chose. Mes lignes et les kilomètres qui vont avec peuvent venir me dire autre chose. Donc on a le féminin sacré, le masculin sacré. Si on parle plus de principe masculin ou principe féminin, là on va avoir un 455 et un 544. Donc là aussi encore une belle complémentarité. Le total 999. Et là, une expression qu'on a, c'est l'amour et l'unité retrouvée par exemple. L'ensemble faisant 999. Et puis si certains se posent la question du 888, puisqu'on avait le 777, et là on a le 999, il nous reste le 888, à ce moment-là, vous l'avez dans l'expression l'équilibre du masculin et féminin. Et donc, à travers ces notions de féminin et de masculin, oui, après, on va voir le côté plus intuitif, le côté plus action, voilà, le yin, le yang. Ce sont ces polarités-là, ce sont des principes féminins et masculins. L'enjeu, c'est de réassocier les deux en nous. Après, puisqu'on parle de la France, on va regarder aussi ce que nous dit le mot France en primosophie. Et France, c'est 122. Et c'est aussi l'axe. Tiens, comme par hasard, l'axe principal qui a été longtemps le 0 sur la France, enfin, sachant que le méridien de Greenwich passe aussi sur la France. Il a été décalé, mais... Donc on a quand même encore ce lien entre la France et l'axe. Et c'est aussi le fils. Alors, le fils,
c'est là qu'on aborde peut-être une autre dimension qui est plus, moi je vais appeler plus christique, quelque part. Et donc le Fils 122. Et donc cette notion d'axe, en faisant le lien entre le Fils, si on l'associe à la dimension christique, et l'axe, pour moi il y a un lien à faire. Parce que c'est retrouver cet axe en nous. Et pourquoi j'évoque aussi cette dimension christique? Parce que mon fil conducteur, ça a été quand même la pyramide dans tout ça. Et le mot pyramide lui-même, donc il totalise 264, ça nous dit le Christ 264. Ça nous dit en nous, donc le Christ en nous, ou la présence aussi 264. Donc tout ça, c'est comme si, voilà, cette dimension christique, cette notion d'axe qu'on va remettre en nous, et cet axe, il va relier quoi? Il va relier nos polarités masculines, féminines, notre polarité matérielle et spirituelle. Ça, on peut faire aussi le lien entre notre passé et notre futur. Donc c'est ces trois axes qui viennent se recentrer en nous. Et donc on arrive à la notion d'alignement, 264, comme la pyramide, comme le Christ, comme en nous, comme la présence. Recentrage, 264. Donc on a tout ça qui vient s'assembler, pyramide, alignement, recentrage, le Christ en nous, la vérité. Si certains cherchent la vérité, on peut peut-être dire qu'elle est quelque part par là. Et aussi c'est le mot preuve. Donc les preuves sont là. Et donc tout ça finalement, ça arrive au bon moment parce qu'on est dans une période un peu de trouble, on parle d'apocalypse. Alors à propos d'apocalypse, il faut quand même parler du fameux 666. Le 666 qu'on retrouve dans la superficie de l'hexagone français, 666 000 km². En phrémosophie, il va nous parler. Et il va nous donner pas mal d'explications finalement, parce qu'il nous dit au plus profond de nous, dans les entrailles de la Terre, donc c'est bien dans notre matérialité, là, terrestre, en nous, qu'il va falloir aller chercher ce 666. Pourquoi? Parce qu'on va y trouver la connexion à sa divinité. Donc si on veut retrouver notre propre divinité, notre propre... voilà, ce qui fait que nous ne sommes pas que matière, il va falloir aller au plus profond de soi. C'est le fameux 666. Et qui nous dit aussi changer son point de vue. C'est aussi le porteur de la lumière. Donc ce 666, c'est finalement un très beau nombre. Là, je rappelle, c'est la connexion à sa divinité. C'est lui qui va permettre ça. Tout a été fait pour le diaboliser quelque part. Mais aujourd'hui, il ressort. Parce qu'on est aussi dans des moments de révélation, donc d'apocalypse. La définition d'apocalypse, c'est la révélation. Et on serait peut-être dans un moment où, justement, avec tout ce qu'on vient de trouver, grâce aux outils modernes, que ce soit Google Earth, les logiciels d'astronomie, tout ça, ça nous permet de faire toutes ces corrélations-là. Aujourd'hui, on est dans un moment de révélation, et ce 666, eh ben, il ne doit pas nous faire peur, parce que c'est peut-être lui, justement, c'est là qu'il faut aller, c'est au fond de nous. Et je rappelle que le mot pyramide, c'est aussi alignement et recentrage. Donc le recentrage, il faut se recentrer et s'aligner. Donc tout ça, finalement, ça nous amène à un travail sur nous-mêmes. Et pour moi, tout ce que j'ai expliqué là, au niveau géométrique, ça doit nous ramener à ça. C'est ce travail qu'on va faire sur nous pour retrouver ce lien, si tant est qu'on l'ait perdu, avec notre soi, notre partie supérieure qui, elle, est de nature divine. On a un corps matériel, mais on a un corps aussi spirituel. Ça, j'en suis convaincu. Donc il faut dépasser nos peurs, il faut oser y aller, il faut travailler sur soi, ça prend un peu de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour chacun d'aller chercher finalement qui il est. Et là, la primosophie nous donne une réponse, puisque le fameux « je suis » nous dit l'amour, tout simplement. C'est aussi l'âme de la France. C'est le 242 de l'amour, qu'on va retrouver aussi sous une autre forme, donc sous la forme amour, parce qu'en primosophie, on peut aussi jouer avec les articles. Le mot amour, lui, c'est 211. Et 211, c'est quoi? C'est le 201 de Lucifer. Donc toujours pareil, on pourrait en avoir peur. Hein, Lucifer, la bête, etc. Lucifer 201, qui nous dit aussi dualité 201. Et si je remets le 1 au centre, j'ai le 211 de amour.
Donc c'est bien l'enjeu, il va être bien de remettre dans la dualité dans laquelle nous vivons, de remettre ce un au centre, donc ce recentrage, il passe par tout rassembler, mon masculin, mon féminin, mon côté matériel, mon côté spirituel, tout ça, mon passé, mon futur pour être dans la présence, dans ici et maintenant, dans ce point-là central, le un, que je remets au centre, eh bien il m'amène à 211, qui est le mot amour. Et à ce moment-là, on sort de la dualité pure et dure. On est dedans, on reste dedans, parce que dans la matière, puisque nous sommes dans la matière, on est encore on est tributaire de la dualité. Mais soit on fait le choix de rester dedans, de rester sur ce plan horizontal que je vais appeler le plan du 201, soit je commence à me raligner aussi sur mon axe vertical, toujours cette notion d'axe. Donc ça, c'est la dimension christique. Et à ce moment-là, je mets mes 3 1, c'est l'élévation vers la lumière qui va permettre de faire le pont avec mon plan du 102. Donc là, à ce moment-là, hop, les choses se retournent et je vois le 102 qui correspond à Dieu, qui est en fait, c'est mon image de moi-même, soit en tant que Lucifer, soit en tant que Dieu. C'est le reflet de ce qu'on est. Et donc tout ce cheminement nous amène à comprendre, enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété en tout cas, à me dire, ben, l'important c'est de partir de la base, donc de ce 201 qui nous parle de dualité et de Lucifer. Il faut partir de là. Si on commence à penser Dieu sans Dieu, autant mourir quoi. Parce que ça veut dire qu'on a refusé son incarnation. Donc l'important c'est d'accepter son incarnation dans la matière, dans ce monde de la dualité, pour pouvoir après ensuite faire ce chemin-là. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui refusent en partie leur incarnation. Je travaille beaucoup aussi après au pendule, hein, comme je fais du soin énergétique par ailleurs. Et ça, c'est des critères que je regarde, comment les gens sont alignés, sont recentrés, et aussi comment ils acceptent leur incarnation. Et ça, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui, voyant le monde tel qu'il est, bah forcément, ça ne nous plaît pas trop, hein, tout ce qui se passe. Hein, donc on a tendance à vouloir fuir dans la partie spirituelle, mais non. C'est le piège, où on va se retrouver coincé, on va essayer de monter, mais non, on ne fera pas vraiment le pont. Après, donc petit à petit, comme ça, par ce travail d'alignement et de recentrage, on va vivre les choses autrement, on va prendre du recul sur beaucoup de choses. C'est comme si justement il y avait cet autre nous qui voyait aussi ce qui se passe. On voit les deux, on est dans les deux. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de prendre ce recul nécessaire. C'est ça un peu notre chemin. Donc je crois que c'est important, ouais, cette notion d'alignement et de recentrage pour être mieux dans cette vie-là. Quoi qu'il se passe autour de nous, je vais peut-être juste donner un exemple, moi, qui m'a permis de comprendre cette importance-là d'être aligné et recentré. C'est qu'un matin, je me suis réveillé complètement déprimé, mais vraiment à me dire, mais qu'est-ce que tout ce temps passé à faire ces calculs, ces machins, je me dis, mais vraiment le coup de blues. Et je regarde mon état d'alignement et de recentrage, donc au pendule, et là, le pendule planté, je me dis, oh là là, donc tout ce que j'avais fait jusque-là, ça marchait plus, quoi. Et alors, en retravaillant sur moi, voilà, en cherchant à me réaligner, recentrer, il y a des petits exercices hein, qu'on peut faire en visualisation, respiration, etc. Donc c'est très concret et très rapide. En 2 minutes, choup, tout est revenu. Et la joie, et on ressent la joie. La joie qui revient, voilà, tout est là. Le tout, finalement, c'est de pas perdre la foi. Et la foi, moi, je l'ai trouvé, les quelques fois où j'ai pu la perdre, c'est aussi en regardant les étoiles. Quand je vois les dessins que forment les constellations d'Orion et de Sirius en lien avec les pyramides, tout ça, et que je vois un rectangle d'or parfait qui s'aligne, enfin toute cette perfection-là, bah hop, moi ça y est, ça me réaligne hein, aussi, hein, parce que là on se dit, oui, bah non, oui, ça y est, je me rappelle qu'il y a ça, donc que je fais partie de cette harmonie-là, etc. Et tout ça, ça permet de se sentir un peu mieux.